Bonsoir à tous, c'est un ravissement que de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse pour suivre cette émission, le Club de l'actu, donc qui revient sur les faits majeurs de l'actualité qui aura ponctué la semaine qui s'achève. On s'intéresse donc à cette actualité majeure qui a traversé la Guinée tout au long de la semaine en ce qui concerne cette grève générale et illimitée. Ouf que ce fut pénible, ouf que ce fut long à se dessiner. C'est seulement au 5e jour d'une grève générale illimitée à laquelle l'intercentrale syndicale, l'USTG et la CNTG a appelé les travailleurs de Guinée, tous secteurs confondus, depuis le début de la semaine, que cette grève finalement a été suspendue. Ce ne fut pas de la sinécure. C'est peu dire que les négociations étaient intenses et ardues, à la limite surréaliste, que d'institutions, de représentations diplomatiques et des personnalités publiques mises à contribution sans succès. Finalement, c'est de l'Assemblée nationale que le salut viendra. Un accord a été accouché au forceps, on va le dire comme ça, mais qui n'a point satisfait tous les travailleurs. De quel œil peut-on appréhender toutes les péripéties de cette grève et son dénouement? Nous allons poser le débat dans cette émission. On parle là aussi d'autres sujets, mais dans la deuxième partie, plus précisément, nous recevons Dr Moro Mandjouf Sidibé. Il est médecin gynécologue. Il est le président de l'ordre préfectoral des médecins de Kankan. Il est de passage à Conakry. Nous en profitons pour parler des cliniques clandestines, des ventes illicites de médicaments et de la façon dont les grossisseries de produits pharmaceutiques conditionnent et approvisionnent les officines et les marchés parallèles. Dr Moro Sidibé sera notre invité donc dans la deuxième partie de cette émission. Bienvenue à tous. Pour faire le débat, nous avons invité pour vous M. Abdoulaye Ba. Il est journaliste à Guinée News. Il est de retour de Kigali. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Tout à fait à ses côtés, donc à l'extrême droite, Lamine Monument Sissé de Djigui FM, qui est un habitué de ce plateau aussi. Lamine, bonsoir. Bonsoir. Il est aussi de retour de Paris. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Parisien. Je suis Guinéen. Je suis Conakry. Alors, à l'extrême gauche, Siba Béavogui, de retour sur ce plateau. Il est le patron de Farafina, L'Éclair. Bonsoir, Béavogui. Et bonsoir, monsieur Diallo. Et l'autre co-animateur qui n'est plus à présenter, Mohamed Mara d'Espace FM. Mara, bonsoir. Bonsoir. Casque bleu guinéen, Lamine, qui ont été enterrés vendredi ici à Conakry. Leurs corps sont arrivés, en tout cas. L'amunissement, les Nations Unies se sont fortement impliqués, ont rendu hommage au casque bleu guinéen. On en est, je crois, à 10 Guinéens tués dans le nord du Mali. Et le président Alpha Condé s'est posé des questions et a posé des conditions pour le maintien des troupes guinéennes au nord Mali. Oui, vous savez, d'abord, c'est le ministre d'État à la Défense qui a suscité ce débat après l'assassinat de ces soldats, de le grand ministre d'État. Je ne sais pas, je ne veux pas plonger dans la démagogie. Il est ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Et donc, je dis bien que c'est lui, il a posté sur sa page Facebook, il a d'abord exprimé toute sa consternation face à cette barbarie que les Guinéens ont subi du côté du Mali, du nord du Mali. Mais il a aussi dit que cela ne peut pas continuer. Il faudrait qu'on trouve les moyens. C'était le lendemain, le jour même que la mort de ces soldats a été annoncée. Donc il dit qu'il faut... Il a été le premier à susciter ce débat. Il a été le premier à susciter le débat. Et comme si c'était très bien imaginé, très bien réfléchi, très bien dit, le président de la République, le professeur Alpha Condé, lors de l'inhumation, vous l'avez entendu, logiquement, est revenu encore sur ce débat. Vous savez que quand il y a trop de morts dans les rangs d'un contingent qui se trouve dans une mission de paix, ça suscite à l'intérieur du pays ce qu'on appelle la réticence de la population. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion guinéenne est très très divisée sur la présence de ces Guinéens. Ce n'est pas seulement propre à la Guinée. On a vu au Tchad. C'est vrai que c'est cynique de le dire. On va au front, pas pour le meilleur, mais il y a aussi le pire. Mais il faut que les conditions de travail soient les meilleures et qu'on se rende compte que vraiment
nos troupes ne sont pas légers. Voilà, donc c'est vrai que les troupes guinéennes sont habituées à être sur la ligne rouge, la ligne de front, et partout où les troupes guinéennes ont été présentes ces dernières années, ces dernières décennies. Mais les conditions de travail, il faut les améliorer. Et ce n'est pas seulement propre à la Guinée, le Tchad a perdu beaucoup d'hommes, c'est vrai, et on a vu au sein de l'opinion tchadienne, des Tchadiens demander le retour de leurs soldats. Et en France également, le débat s'est posé. Aux États-Unis, en Irak, le débat s'est posé. Donc c'est partout dans le monde entier, et ça a été une très bonne chose pour le président de la République. Vous, en tant que lancer le débat, vous, en tant que journaliste, en tant qu'éditorialiste, quelle est votre position sur ce débat? Ma position, c'est de maintenir la troupe, mais de demander à l'ONU d'améliorer les conditions. Et parce que c'est le label l'ONU sous lequel évolue la troupe guinéenne. Il faudrait à cet effet que l'ONU prenne toutes les dispositions pour éviter désormais à notre troupe, à nos soldats, d'être pris je ne dirais pas de façon banale, mais de mourir de la sorte pour ne pas raviver la colère de l'opinion nationale et prendre une position contraire. Merci. Abdoulaye, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais il faut encore préciser que le débat a été suscité par le ministre d'État à la Défense. Ouais, c'est dit et redit. Allez-y. Ouais, une belle précision. Mais ce que moi je voudrais dire, s'il est vrai que nos soldats qui tombent sur le sol malien, c'est pour des... parce qu'ils n'ont pas de conditions de travail ou ils n'ont pas de conditions de vie, moi je suis tout à fait d'accord que l'État guinéen, que tous ceux qui les emploient, cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Maintenant, c'est des questions stratégiques, parce qu'il y a la version officielle. Parce qu'ils évoluent tout de même, tout comme les autres contingents qui sont dans le nord du Mali, tous sous le pavillon des Nations Unies. Donc je ne peux pas comprendre qu'on dise que nos soldats n'aient pas les meilleures conditions de travail, moins que les autres contingents. Je ne comprends pas. Non, c'est-à-dire, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre un peu, c'est des questions, c'est vrai, des questions militaires, mais quand vous écoutez la version officielle, vous avez du mal à comprendre comment alors les Guinéens peuvent se faire tuer comme ça. Non, moi c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, et l'État guinéen, je pense que moi je suis solidaire aux Maliens. C'est-à-dire, si la case du voisin brûle, il est de ton devoir aussi de venir au secours. Mais quand même aussi, en allant au secours, il faut qu'on prenne toutes les précautions pour que vraiment nos soldats là reviennent dans de très bons états, sans, en tout cas, le minimum, dans le moindre... le minimum en tout cas de mal, c'est tout ce que l'on souhaite. Ça arrive, c'est la guerre, il peut y avoir des effets collatéraux, je comprends, mais quand même il faut limiter ces effets collatéraux là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous demanderez? Non, c'est ce qu'on demande, que l'État guinéen se mette en branle avec le Mali, avec l'ONU, et puis qu'on essaye de poser le problème et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, parce que sinon, ça risque même de décourager. On ira peut-être jusqu'à demander un repositionnement des troupes guinéennes, parce qu'on apprend que ce sont les éléments du contingent guinéen qui sont qui sécurisent les différents points d'entrée de la ville de Kidal, ce qui les exposerait beaucoup plus que les autres. Moi, j'étais en Kindia en 2012 ou 2013, c'était pour la première fois la Guinée déployait le premier contingent au Mali. Mais quand on est allé au camp, nous on n'a pas pu rentrer, on était avec des ministres et ils sont rentrés. Mais après, quand vous avez vu la famille de tous les soldats là, ils étaient là, ils pleuraient, ils insultaient le régime. Et puis après, et les gens là partent et après ils commencent à mourir. Mais même dans les familles, il peut y avoir un découragement. Il suffit de créer les conditions, mais en même temps pour que vraiment quand les soldats guinéens partent, qu'il y ait, moi en tout cas c'est ça mon souhait, qu'il y ait moins de blessés, moins de morts. Ça vraiment ça peut encourager à chaque fois d'envoyer un contingent. Mohamed Mara. Écoutez, moi je pense aujourd'hui qu'il faut repenser les modalités de la participation guinéenne à ces différents théâtres où l'ONU est impliquée. Parce que j'ai nettement l'impression aujourd'hui qu'il y a énormément de failles et de défaillances dans le système onusien du maintien de la paix, à plusieurs niveaux. Le premier, c'est quand même le mode de recrutement. Je ne sais pas comment l'ONU procède au recrutement. Qu'on nous dise que ce dernier attentat est du fait de personnels locaux des Nations Unies sur place, de personnes qui travaillent pour les Nations Unies, qui ont appris à côtoyer ces sols-là. Ils ont eu tout le temps d'observer comment ce camp fonctionne, pour en déceler toutes les faiblesses, avant de bourrer un véhicule explosif et de venir faire tout sauter. Moi, je me pose des questions.
quels sont les critères que l'ONU avait pour recruter ce personnel-là. Ça veut dire qu'il y a peut-être soit un manque de sérieux, soit qu'il y a une méconnaissance totale de la sociologie du lieu, ou alors que l'ONU, que le système onusien lui-même est infiltré à ce niveau-là. Et ça me pose énormément de soucis. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est le type même des opérations. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre asymétrique. Il faut le reconnaître. Absolument. Vous prenez des 850 soldats qui viennent d'un pays totalement luxuriant, comme la Guinée. Vous les emmenez, vous les téléportez, et, disons, dans le nord du Mali, et pas n'importe où, dans la dernière ville, la dernière grande ville, aux portes, je ne dirais même pas aux portes du désert, mais du désert. Absolument, oui. Vous les mettez là, déjà ne serait-ce que géographiquement, ils sont désorientés. Cela pose également des problèmes psychologiques. J'ai soulevé cette question il y a quelques jours dans les GG. Ça m'a valu toutes sortes de critiques, notamment venant des services de sécurité et de défense. Mais le débat, il reste à poser. Lorsque ces personnes sont là, il y a d'abord une première réaction. C'est qu'il y a un facteur psychologique qu'il faut prendre en compte. La dame, l'adjudante Marceline Lama qui est décédée. Vous avez vu, j'ai partagé sur ma page Facebook ses échanges avec un de ses grands frères. La pauvre, mais elle souffrait de problèmes psychologiques ces dernières semaines. Elle ne dormait plus, elle avait des cauchemars tout le temps, et elle disait qu'elle était angoissée. Toute la journée, elle sentait la mort rôder autour d'elle. Mais bon sang, la famille, je peux comprendre, le grand frère, lui, il a pensé que c'est quelque chose de prémonitoire. Il l'a publié comme ça. Mais un homme averti, dans la presse, quand nous lisons ça, mais moi, cela, je suis resté ahuri. Parce que cette pauvre-là sont obligés de se tourner vers des personnes proches, en fait, des personnes de sa famille. Au lieu de s'en ouvrir peut-être à des spécialistes, moi, ça m'a posé des problèmes. Je me suis demandé, qu'est-ce que l'ONU offre en termes de soutien psychologique, voire même psychiatrique, notamment à ces soldats sur le terrain. Ça m'a posé beaucoup de problèmes, parce que comment un tel soldat, qui est déjà grillé dans sa tête, peut réagir en cas de riposte. On comprend bien qu'à ce niveau, il n'y a pas de soutien psychologique. Je ne l'ai pas vu. Sur place. Donc ça, c'est le niveau. Le dernier, c'est la durée des opérations. On a l'impression parfois que les Nations Unies, et ça relève également de ce deuxième niveau-là, c'est une guerre asymétrique, comme je le disais. L'ONU, aujourd'hui, est cantonnée dans des règles tellement rigides, mais partout où il y a eu des questions de rébellion en Afrique, ou de terrorisme à travers le monde, regardez très bien. Ceux qui ont mené des guerres à asymétrie rigide n'ont jamais remporté ces guerres-là. Vous vous rappelez la guerre, notamment la rébellion qui a visé la Guinée en fin 2000. En fin 2000. Mais Lansana Conté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu, notamment aux rebelles, selon les méthodes des rebelles. Il est pourchassé parfois jusqu'à 50 km à l'intérieur des terres séralionaises. Alors, pour aller vite, Mohamed, pour aller vite. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que la guerre telle que l'ONU même est en train de mener contre le djihadisme dans beaucoup d'endroits du monde ne me semble pas du tout efficace. Et à ce niveau-là, j'ai vraiment des craintes. Et le dernier point que j'aimerais soulever, il faut qu'on se pose la question de savoir finalement, qu'est-ce que la Guinée engrange à l'issue de toutes ces participations-là. On a été en Angola. Aujourd'hui, l'Angola est le pays le plus redoutable pour des ressortissants guinéens dans le monde. Nous avons été en Guinée-Bissau. Nous n'y sommes pas en sécurité. Le Libéria et la Sierra Leone. Qu'est-ce que nous avons? Ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'il ne faut pas aller sur des théâtres de guerre. Vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Je comprends. Suivez les mécanismes. C'est que lorsqu'on y va, vous posez le débat sur les États n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. Le Mali à côté, vous allez me dire, oui, il y a l'imminence d'un danger terroriste. Absolument. Peut-être l'autre côté, c'est quand même une certaine expertise que nos militaires vont acquérir sur le terrain, d'accord. Mais cette expertise, regardez les missions de maintien de la paix de l'ONU à travers le monde. Vous voyez combien de généraux guinéens qui les gèrent. Mais prenez le Sénégal, qui n'a pas été pourtant aussi présent à l'international que la Guinée. Mais vous avez des généraux sénégalais un peu partout dans la mission de maintien de la paix à travers le monde. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous posez le débat sur ce que la Guinée peut engager. Il faut d'abord voir qu'est-ce que nous capitalisons. Bien. En termes d'intérêt, ça c'est important. Merci Mohamed. Siba, pour terminer, votre regard sur la participation guinéenne dans ce combat contre les groupes djihadistes dans le nord du Mali. Je voudrais qu'Allah subhanahu wa ta'ala gracie l'âme de nos vaillants militaires. Amen. Amen. Je voudrais d'abord rappeler que la République de Guinée est un pays qui est engagé depuis une 50 d'années dans l'esprit panafricanisme. C'est une fierté pour nous, Guinéens, d'aider
Les autres pays africains. Les autres pays africains. En difficulté. C'est une culture pour la Guinée. Nous devons être fiers, malgré qu'il y a des petits problèmes, ça et là, mais ça doit d'abord être une fierté. Ensuite, rappeler que lorsqu'on accepte d'être militaire, on a accepté de se sacrifier. Et tout ce ça veut dire quoi? Lorsqu'on accepte d'être militaire, on a accepté de se sacrifier. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que on peut se faire envoyer comme ça dans la gueule du loup. Ne voyez pas le sacrifice comme venir se donner à la mort. Le sacrifice va au-delà de la mort. Le sacrifice, c'est d'abord une perception et un engagement par rapport à quelque chose. Bien. Et pour donc, quoi qu'il arrive, pour moi, quoi qu'il arrive, les troupes guinéennes doivent quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, les troupes guinéennes doivent rester sur place. Même si les pertes devenaient plus importantes. Savez-vous, est-ce que vous savez combien de djihadistes sont tués en partie par les Guinéens? Vous n'avez aucune idée. Je vous rappelle une petite histoire. Le premier contingent qui est allé au Libéria, ce premier contingent a été éliminé. Lorsqu'il a été question de ramener, de ne pas ramener un contingent, ce sont les militaires qui ont tapé la table, qui ont dit non, on va aller au front venger nos collègues. Et lorsqu'ils sont partis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'histoire en parle. Nous avons une force de défense et de sécurité aguerrie, techniquement aguerrie, techniquement, qui sont prêts. C'est pas parce qu'il y a eu quelques morts, chose qui est... Vous ne pouvez pas banaliser comme ça. Non, je ne banalise pas. Non, écoutez, non, je vais vous expliquer. Nous ne sommes pas dans un terrain de football. Nous sommes dans un champ de bataille. C'est comme un journaliste qui dit je suis journaliste, mais je ne peux pas prendre le micro et dénoncer. C'est pas un journaliste. Lorsqu'on est dans un champ de bataille, en fait, c'est normal. Bien. Ce n'est pas une fatalité, ce que je veux faire comprendre. Mais nous devons tout simplement interpeller les Nations Unies. Bien. Parce que ce qui arrive aujourd'hui aux militaires guinéens, hier, M. Lamine Cissé nous a rappelé le cas tchadien. Absolument. Le cas américain. C'est pas parce que les militaires américains n'étaient pas les mieux formés, mais moi je suis fier de ces militaires qui sont morts parce qu'ils ont été tués lâchement. Ils n'ont pas été... Ces djihadistes ne sont pas sortis corps à corps pour les liquider. C'était de façon lâche qu'ils sont partis. Et je vais vous donner, pour terminer, la dernière information est que j'ai suivi un expert des Nations Unies hier qui nous rapportait que les militaires guinéens étaient encore motivés, ils sont galvanisés, ils sont prêts à continuer le combat. C'est facile de le dire. Non, écoutez, les militaires guinéens du côté du Mali ont haussé le ton et pour la première fois, on a vu le chef de la MINUSMA lui-même accompagner les dépouilles mortelles dans les pays d'origine parce qu'ils sont conscients de l'émoi que cela a provoqué. J'aurais pu comprendre que les forces tchadiennes qui sont habituées à ce type de théâtre là soit en avant. Mais si on a mis les militaires guinéens, si on a mis les militaires guinéens, écoutez, en avant-poste, vous n'allez pas me faire comprendre quand même que c'est pour les sacrifier ou c'est pour les envoyer à l'abattoir. Il faut tenir compte. Il faut tenir compte. C'est aujourd'hui la position d'une frange importante de l'opinion. Nous avons eu la chance. Nos militaires sont en avant-poste et ils sont beaucoup plus exposés que les autres troupes. Ça, on ne peut pas le nier. Non, écoutez, vous ne pouvez pas demander par exemple aux Nations Unies sous prétexte parce que les militaires guinéens sont à l'avant-garde du combat. Moi, d'abord, il faut voir dans cette situation d'abord la compétence. La qualité et la compétence. Parce que vous ne pouvez pas... La Guinée a quelle qualité, à quelle compétence justement par rapport aux autres pays? Laissez-moi terminer. Je vous pose la question. Je vous pose la question. La Guinée a quelle expérience dans le combat dans le désert? Et pas n'importe quelle expertise. Pas n'importe quel désert. On n'est pas loin des îles Foras là, où des Français eux-mêmes sont cassés la gueule et ils ont été obligés de reculer. Quelle est l'expérience guinéenne? Est-ce que l'endroit de ces déserts... Il faut qu'on une seconde, je vais répondre de façon stratégique à mon confrère. Je lui dirai, si les militaires guinéens étaient faibles
Au jour d'aujourd'hui, le Mali serait envahi du côté de Kigali. Mais si vous voyez encore à ce niveau, il y a résistance. C'est que nous avons des militaires qui font bien leur travail. Non, confiez cette porte. Non, confiez cette porte. Non, écoutez. Ce tactif-là. Non, mais à partir sur le compte de la Guinée quand même. Bien, non, je vous laisse tout simplement. On va poursuivre. Non, du côté de Kidal. On va demander à nos téléspectateurs de poursuivre le débat à la maison. Oui, en 30 secondes. En 30 secondes. Du côté de Kidal, si pour le moment il n'y a pas eu invasion de ce côté, c'est parce qu'il y a des hommes braves qui sont là-bas. Vous ne pouvez pas confier cette porte-là à quelqu'un qui n'a pas la compétence, mais laissez ils vont nous envahir. C'est votre point de vue. Donc, en attendant que Mara comprenne, est-ce qu'on peut évoluer dans le débat? En tactique de guerre, les militaires guinéens sont beaucoup plus en avance que ces militaires sénégalais. Mais vous n'avez pas été capable de montrer où les Guinéens ont eu l'expertise de combat. Non, je ne parle pas de ça. Si vous permettez tous les deux. J'ai deux questions, juste. Si vous permettez. S'il vous plaît, je vais vous rappeler une chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire des familles de ces soldats-là? Moi, cela m'inquiète. Absolument. Il faudrait que l'État trouve les moyens aujourd'hui de s'occuper des orphelins laissés par ces personnes. Voilà, c'est important. Voilà des Est-ce que questions. je peux terminer? Le dernier point. Il n'y a pas de prix à la sécurité et à la défense. À mon avis, il faut que les moyens dégagés pour l'armée arrive au vrai destinataire. C'est extrêmement important que l'État accorde les moyens. Et ces moyens-là, ce n'est pas que l'argent. C'est le matériel, mais c'est surtout la formation. Bien. Ça, nos militaires en ont besoin. Bien. On s'intéresse, on en vient à notre plat de résistance. Bon, c'est forcément, on a largement grignoté déjà sur le temps qui devait être consacré à cette grève générale illimitée qui a secoué la Guinée toute cette semaine. Elle a été suspendue vendredi à l'issue de négociations menées par le Parlement guinéen. Sur ce plateau, on va essayer de jeter rapidement un regard sur cette grève générale et sur son dénouement. Lamine, pour commencer, peut-on parler d'échec comme cela et s'entend déjà dans l'opinion, l'échec de l'intercentrale syndicale, l'USTG-CNTG? Non, moi je ne peux pas parler d'échec, c'est facultatif, hein, ça dépend de celui qui prononce l'échec. Ici, c'est une réclamation, revendication syndicale. Le syndicat a été suffisamment servi par l'État. Mais malheureusement, c'est la communication du syndicat qui est allée contre le syndicat. Et parce que chaque fois que le syndicat, j'étais la dernière fois au ministère de la fonction publique, lors de la toute dernière d'ailleurs avec le gouvernement, avant que l'Assemblée nationale ne se mêle dans cette danse et trouver cette issue favorable. Et ce jour-là, quand le porte-parole des syndicats, M. Massaré, est sorti, il nous a dit de cette réunion, ils nous dit qu'ils nous ont dit la même chose. Mais nous faisons une concession, nous montons à 5500. Donc le prix du carburant. On nous a fait croire que toute la plateforme revendicative ne se résumait qu'à la baisse du litre du carburant à la pompe. Et pourtant, il y avait 13 points de revendication. C'est vrai que le litre, la baisse du litre de carburant à la pompe, c'est une question qui a été déjà réglée par le principe de flexibilité, discutée lors des précédents dialogues entre le syndicat et le gouvernement. Mais ce n'était pas le seul point à l'ordre du jour. Alors, donc, le syndicat devait, à cet effet, nous dire, oui, on est en train d'évoluer, ils ont accepté tel, mais sur le prix du carburant, nous restons encore sur nos positions. Donc ça, c'était important, ça pouvait édifier l'opinion nationale, parce qu'il y a eu beaucoup de points qui ont été réglés. Alors, donc le prix du carburant, le syndicat a compris finalement qu'on ne peut pas bouger, que le gouvernement ne peut pas bouger d'un iota. Je vais vous expliquer, avec les universités. Vous savez, les universités ont demandé à l'État qu'elles soient payées tout de suite. Mais les universités, les patrons des universités se sont réunis et ont compris l'impossibilité pour l'État de leur payer. Et parce que la dernière fois, j'étais avec Ousmane Kaba qui nous disait, avec ses patrons d'université, qui me disait que si on exige à l'État de payer, de leur payer, de leur payer leurs arriérés de bourse maintenant que ça va aggraver le solde de l'État. Et quand ça aggrave le solde de l'État, nous étions la dernière fois avec le gouverneur de la Banque centrale qui dit qu'il faut qu'il y a des normes qu'il ne faut pas du tout dépasser. Et avant la mission de FMI et de la Banque mondiale, et il y a des enjeux financiers, c'est-à-dire qu'il y a le fonds d'Abu Dhabi, il y a le FMI qui doit nous aider, il y a la Banque mondiale, il y a
il y a la Banque africaine de développement, il y a l'Union européenne, ceci nous aide. Oui, mais les emprunts, c'est prévu dans le budget. C'est prévu dans le budget. C'est le flex. C'est le financement extérieur. Le financement extérieur, il y a une part belle qui est consacrée au financement extérieur. Si on ne l'a pas, comment on peut recouvrer? Comment on peut mobiliser? C'est ça le problème, c'est la question qu'il faut se poser. Donc pour vous, le syndicat a été plus que jamais servi. Hein? Le syndicat, dans ses revendications syndicales, je dis bien, a été très bien servi. Mais malheureusement, les communications du syndicat vont aujourd'hui contre le syndicat qui n'a pas bien communiqué là-dessus, qui n'a fait croire à la population pour faire adhérer, pour trouver une adhésion populaire de leur manifestation. Vous pensez que sur la question du carburant, le syndicat a récolté un petit succès tout de même, parce que dans les engagements, même s'il y a hausse du prix du baril à l'international, les prix vont rester au niveau qui... Il y a autre chose. On a dit qu'on va baisser... décembre. Il y a autre chose. On dit qu'on va baisser 90 jours après. 90 jours... Si la tendance baissière se confirme. Si la tendance baissière se confirme, si le prix est maintenu à l'état, à l'international, donc qu'on va baisser 90 jours après. Moi, je pense que c'est le maximum que le syndicat pouvait obtenir dans cette... Bien, donc pour vous, ça a été un succès. Pour vous, ça a été un succès. Pour le syndicat, c'est un succès. Bien. Abdoulaye? Bon, contrairement à Lamine, moi je pense que ce syndicat-là fait la honte de notre pays. Moi je ne porte même pas des gants pour le dire. Et Abdoulaye parle déjà de honte. Moi j'ai eu Mamadou Mansaré dès le départ avec Nabé d'Espace TV. On a fait l'interview avec lui. Il a dit qu'ils ont fait des études dans toute la sous-région. Et puis, avec tous les paramètres qui rentrent dans la fixation du prix du litre carburant, ils se sont aperçus que l'État guinéen peut diminuer le prix du litre du carburant à la pompe à 5 000 francs guinéens. Vous annoncez ça. Et après, à la bout du travail, vous dites oui, on a rencontré l'ambassadeur des États-Unis. On a eu téléconférence avec FMI. Mais qu'est-ce que FMI a besoin des problèmes intérieurs de la Guinée? Le FMI, c'est entre la Guinée et puis l'État guinéen, point. Si l'État guinéen n'arrive pas à convaincre les syndicats, parce que tout simplement, on a tel problème pour diminuer le prix du litre du carburant, ce n'est pas au FMI de donner des injections aux syndicats. Le syndicat a engagé tout le monde. Tout le monde a suivi le mot d'ordre de grève. Et puis après, vous venez vous raconter des âneries. Et vous dites, oui, vous êtes furieux de ça. Je vais vous dire quelque chose. On n'a fait que déplacer le problème du prix du litre du carburant. Le gouvernement pense que parce qu'ils ont réussi à mettre fin à la grève, qu'ils ont gagné. Moi, je leur dis, œil dans œil, ils n'ont pas gagné. Pour une raison. Et le problème... Ils n'ont pas gagné, donc ils ont échoué. Le problème guinéen, actuellement, ce n'est pas un problème de carburant. C'est un problème existentiel. Un jour arrivera où les gens feront fi aux menaces des syndicalistes, ils feront fi aux menaces du gouvernement, et puis vous les retrouverez dans les rues. Le gouvernement, vous avez même vu la façon dont l'accord a été signé. C'est l'Assemblée nationale qui s'est portée garante. Donc ça veut dire quelque part, il y a un problème de crédibilité dans ces... Non, illégalité d'ailleurs. Illégalité ou pas, mais il y a un problème de crédibilité dans ces pays. Parce que vous avez un président qui prend des promesses avec des alliés, il ne respecte pas. Vous avez un gouvernement qui prend des engagements avec l'opposition, vous ne les respectez pas. Vous prenez des engagements avec les syndicats, vous les appliquez pas. Tantôt c'est la communauté internationale, tantôt c'est tel, tantôt c'est tel, tantôt c'est les coordinations religieuses. Et aujourd'hui l'Assemblée nationale. Demain, à cette allure, avec le problème existentiel qui continue, vous n'aurez pas un interlocuteur en face. Vous n'aurez pas un médiateur. Et puis après, que le gouvernement ne s'étonne pas si demain le peuple se retrouve dans la rue sans écouter le syndicat. Parce que c'est un problème existentiel. Le syndicat aussi est totalement décrédibilisé aujourd'hui. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est les gros mots des syndicalistes, grève générale illimitée. Quand vous savez que vous n'avez pas les couilles d'aller jusqu'au bout... Non, mais il faut arrêter. Vous êtes en colère, moi, ce n'est pas une affaire de colère. Moi, j'ai écouté les syndicalistes, la façon dont ils disaient, ils ont aligné les 12 points, c'est qu'on a gagné. Mais arrêtez, ça c'est des promesses. Qui vous dit que le gouvernement là va respecter ces promesses-là? Mais il y a un comité de suivi. Hein. Tout ce que moi je n'ai pas vu sur la table. Les accords qui ont été signés hier là, c'est les mêmes accords qui ont été signés encore en 2015. C'est cela la même chose. Ils sont venus avec un vocabulaire
Hier, vous avez vu comment Amad Diallo a annoncé la fin de la grève, comment la sainte pagaille. Et puis après, ce que je n'arrive même pas à comprendre, vous entendez des gens... Même dans les rangs des travailleurs, il y a beaucoup de déceptions. Hein. Et puis le problème, c'est que... C'était à la classe vous réussissez, le syndicaliste... Et ça a été décidé par Amadou Diallo. Et avant même la conclusion de votre je vous donne une primeur. Nous, on a eu un syndicaliste juste après la rentrée à l'Assemblée nationale. On l'a eu, on a dit, bon oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vous donne la primeur. Mais si toutefois vous mettez la primeur sur votre site, dites-vous qu'on va nous lyncher demain. Donc, ils sont en train de trouver les moyens pour affaiblir les gens et après pour avoir une sympathie. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est vrai, moi j'ai vu des gens, ils n'ont rien à voir avec des syndicalistes. Après, vous êtes à la bourre du travail. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas la possibilité de filtrer ceux qui peuvent rentrer et ceux qui ne peuvent pas rentrer. Bien, là, est totalement... Et après, vous êtes là, vous êtes surpris que tout le monde s'accrie. Oui, on est d'accord, nous, on n'est pas d'accord. Ouais. Les syndicats, là, c'est de la honte. Abdoulaye est très déçu. Hein. Lui est déçu, en tout cas, de cette intercentrale syndicale. Est-ce que c'est ton point de vue? Est-ce que c'est ton point de vue? Donc, on a déjà deux positions totalement tranchées. Ah non, il a changé d'avis. Il acquiesce. Mais pas du tout. Il a changé d'avis. Croyez-moi, il a changé d'avis. Pour la mine, le syndicat, c'est un succès. Je vous avoue que Abdoulaye a si bien éloquemment expliqué ce qu'il ressent de cette négociation. Oui, je le comprends, mais j'ai dit ce que je pense aussi de la chose. Mais je le comprends très bien. J'ai dit, allez-y, de ce que je pense de la chose. Si bien, moi j'ai du mal à comprendre mon cher ami et frère Abdoulaye. Talentueux, mais là, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que l'heure n'est plus aux controverses stériles. Nous sommes un pays qui vient de loin. Nous ne sommes pas au temps de qui gagne ou qui n'a pas gagné. C'est la Guinée qui doit gagner. Moi, je pense plutôt que on a eu en face un syndicat à la dernière minute qui s'est réveillé, qui a été responsable, c'est le mot. Et qui s'est montré patriote. Hein. C'est le mot. Mais vous savez... c'est mon point de vue. Vous ne pouvez pas me le parce que le pays fait face à des difficultés. Mais écoutez, le pays fait face à des difficultés. Comment voulez-vous qu'on veille encore à enfoncer ce pays? Je ne discute pas. Je ne pose pas la question. Je ne pose pas la question de savoir. Je ne pose pas la question de savoir qui est responsable de quoi que ce soit du dérèglement économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je sais qu'il faut pointer d'une certaine manière, bien sûr, je sais que d'une certaine manière, il faut pointer la mauvaise gouvernance qui a caractérisé les derniers mois du premier quinquennat d'Alpha Condé. Il y a eu beaucoup de coulées, mais j'ai dit, on est face à une situation, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir les yeux et regarder cette situation-là, ou bien il faut plonger davantage le pays? C'est comme ça, c'est à ce terme que je pose le débat. À mon niveau. Je partage cet avis, et tous ceux qui sont censés comprendre l'histoire de ce pays comprennent cette position. Je voulais dire tout simplement que, écoutez, ne confondez pas les époques. La réalité de 2006-2007 qui a conduit à cette révolution populaire, chose que nous avons vécue, puisque nous étions sur le terrain. Pour vous, cela n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Vous savez pourquoi? Le tableau a changé. Non, je vous dis la réalité. Le tableau a changé. Vous savez, nous avons nos propres convictions, nous avons les vérités de la réalité. Et les vérités de la réalité spéculent quoi? Nous sommes un pays qui est en train de monter, qu'on le veuille ou pas. Il y a de cela... Un pays en récession qui monte. C'est vraiment une révélation. Mais non, écoutez. On est enferré dans non, je vous donne seulement un seul exemple. Attention, l'horizon n'est pas bouché pour la Guinée. Non, pas du tout, pas du tout. Je vous donne un seul exemple. Ne faites pas de moi un prophète de malheur. Mais non. Je vous dis que c'est un pays qui est en ascension, en récession. Oui. Mais non, moi je viens de découvrir cela. Il va falloir que je me mette à lire encore à potasser mes livres d'économie. Allez-y, Siba. Mais un pays en récession qui... Je sais qu'il ne va pas vous déstabiliser, Siba. Allez-y. C'est seulement intéressant. C'est intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes un pays... Un seul exemple. Vous voyez, la Guinée n'a pas eu le courant depuis plus de combien d'années? Depuis un demi-siècle. Un demi-siècle. Aujourd'hui, la Guinée peut se vanter aisément d'avoir le courant
Ça, c'est un acquis. Il faut savoir, pour qu'on ait du courant, il a fallu de l'investissement. Allez à l'intérieur du pays. Moi, depuis que nous étions tout petits, qu'on allait saluer les parents, jusqu'en 2008-9, mon frère, vous allez à l'intérieur, vous avez l'impression que vous vous retrouvez encore dans les villages de 1900 ou de 1800. Aujourd'hui, vous allez à l'intérieur, vous avez un cadre de vie qui vous permet de vous épanouir. Justement, ça veut dire quoi? Il y a eu de l'investissement. Écoutez, vous ne pouvez pas vous lever un beau matin. Nous sommes quand même dans un pays, dans une administration. Dans votre propre administration, vous ne pouvez pas vous lever un beau matin pour vous dire, bon, écoutez, je diminue le salaire de Paul, j'augmente le salaire de Pierre. Écoutez, c'est un dispositif. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a intervenu pour pouvoir tenir en compte ces recommandations dans la loi de finances rectificative. Justement, si le syndicat voulait que les choses changent, il fallait qu'ils émènent un courrier déjà à l'Assemblée nationale avant que les décisions ne soient prises à ce niveau. Maintenant que l'État a pris des décisions en tenant compte de certaines réalités macroéconomiques, vous n'allez pas venir à la dernière minute pour dire parce que nous sommes syndicats, vous allez diminuer le prix du carburant, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci. Ça se négocie. Et c'est ce que la centrale syndicale a fait. Bien. Elle a négocié. Et dans les négociations, il faut faire des concessions. Et laissez-moi vous dire, monsieur Lamine Monyouma le sait. Aujourd'hui, la Guinée est vue à l'extérieur. Vous le savez, mon cher Ablaï, puisque vous êtes toujours entre deux vols. Je le sais. Également, nous le savons tous. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des acquis qu'il faut conserver. Il faut consolider. Mais nous voulons monter et vous allez venir encore terrasser les bases. Bien dit. Je vous dis quelque chose. Bien, vous savez ce qui est sorti? Je sais. J'ai vécu dans les faits concrets ce qui s'est passé sur l'axe Bambeto, Andalaï-Koza. Ce sont des enfants qui n'ont même pas 7 ans. Je l'ai vécu. Des enfants de 6 ans, de 7 ans qui jetaient les pierres. Qu'est-ce que des enfants de 6 ans, 7 ans ont à faire dans une affaire où on parle de grève? Mais attendez quand même, ça ne veut rien dire. Nous n'allons pas continuer à nous engouffrer dans cet esprit de violence-là. Le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Et puis cette tentative d'influence, on va faire mobiliser ceci, on va faire cela. Nous devons comprendre en un seul mot que la Guinée est en marche vers l'émergence économique. Donc le progrès est en marche. Le progrès est en marche. Bien, c'est le slogan de campagne. Moi je vous dis que la Guinée est en marche, vers un développement économique. Soutenons ce développement économique, chacun dans son secteur, qu'il soit journaliste, qu'il soit cultivateur, qu'il soit maçon, que chacun s'y mette pour qu'enfin ce beau pays puisse décoller et impressionner le monde. Merci Siba. Pour terminer, Mohamed Mara. Écoutez, moi, à vous entendre autour de cette table, j'ai l'impression que nous vivons sur des planètes complètement différentes. Et vous, par moment même, je me dis que vous êtes dans l'espace. Ce n'est pas pour eux. Même si on est sur l'espace. Ce n'est pourtant pas le cas. Quand je sais ce que Aboubacar sait de cette affaire, je suis étonné d'entendre ce qu'il est en train de me dire. Écoutez, vous avez parlé de 13 points et de 12 acquis, Lamine Monyouma. J'ai l'impression de ne pas vivre en Guinée avec vous. Parce que ces 12 points dont on parle avaient déjà été acquis dans le protocole d'accord 2015. Sortez simplement les documents et comparez-les. Le gouvernement s'est retrouvé face à une grève générale illimitée parce qu'il ne mettait pas en œuvre justement ses engagements déjà d'il y a 1 an. C'est ça le vrai problème. Et Abdoulaye fait bien de le dire qu'il s'agit encore de nouvelles promesses. Et qui plus en est le garant? Le bureau de l'Assemblée nationale. Parce que vous dites l'Assemblée, attention, ce n'est pas l'Assemblée, ce sont des membres du bureau de l'Assemblée nationale qui se sont engagés à garantir, en disant même qu'ils vont introduire une proposition de loi. Regardez, lorsque la bêtise devient notre plat quotidien, ce sont des actes pareils comme... Attendez, laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas interrompu. Parce que l'Assemblée nationale... Attendez, la centrale syndicale représente la société. Bien, s'il te plaît. Attendez, moi je ne vais pas verser ici dans des histoires de partisans. Je n'aime pas ça parce que là c'est l'avenir même de notre pays qui est en jeu là, qui est en train de se jouer entre des personnes... Attendez, quelle institution? Entre des personnes irresponsables. Parce que je trouve que le gouvernement, dans l'art de la fourberie, a disons, une agrégation.
Et dans l'art de la bêtise, les syndicalistes, ce sont des plaisantins qui ont également leur agrégation. Mohamed Mara. Écoutez, je vais vous dire. Vous allez de vous avez parlé de loi de finances rectificative. Vous savez que ça intervient quand? À la fin de l'année, de l'exercice budgétaire. Vous comprenez? Ça va venir à la fin de l'exercice budgétaire. Vous comprenez? Et jamais l'Assemblée nationale ne fait une proposition de rectification de la loi des finances. La loi des finances relève exclusivement de l'exécutif. Quand on dit que l'initiative de la loi appartient concurremment, notamment au gouvernement et à l'Assemblée, il ne s'agit pas de la loi des finances. Le Parlement, d'ailleurs, historiquement, est né du devoir, en fait, du désir de contrôler le budget de l'État. Donc, globalement, vous êtes déçus. Hein. Attendez, parce qu'il faut qu'on ce qui s'est passé, déjà j'ai l'impression que tout le monde a eu le temps de s'expliquer sauf moi. Allez-y. Parce que je veux décortiquer la bêtise. Non. Je veux démontrer la bêtise de ce qu'on nous fait. Vous n'aurez pas tout le temps que vous souhaitez avoir, Mohamed Mara. Je n'aurai pas tout le temps que je souhaite, mais laissez-moi quand même répondre point par point. En une minute. Je dis. En une minute. Parce qu'on a notre... Je vous ai écouté. J'ai dit. En une minute, parce qu'on doit recevoir notre invité. J'ai dit que ces accords-là, c'est de la poudre aux yeux. Les 12 points avaient déjà été acquis. Ce que vous oubliez, ce principe... Sur le papier. Déjà, il y a déjà un an, ça avait déjà été signé. Le fameux principe de flexibilité des prix existe en Guinée depuis 2001, pour votre information. L'ancien Conté a refusé de l'appliquer et a tenu tête au FMI et à la Banque mondiale pour une seule raison. Parce qu'à l'époque, en l'appliquant, les Guinéens auraient dû payer le carburant beaucoup plus cher. Ce que lui n'était pas prêt du tout à accepter. Le FMI a tout fait pour que la Guinée refuse de subventionner. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que le professeur Alpha Condé cède aux diktats justement du FMI et de la Banque mondiale parce que c'est la preuve qu'il n'a pas de voie de sortie. Et ça me désole. Quand il dit qu'il a donné à la Guinée en 5 ans ce qu'on n'avait pas en 50 ans, je dis archi faux. Parce que le 3 octobre 1958, Sékou Touré s'est réveillé, la Guinée n'avait plus de partenaires. La France était partie à sectionner même les câbles téléphoniques dans ce pays. Bon sang. Sékou Touré, malgré tout, a trouvé des débouchés pour ce pays. Qu'Alpha Condé me dise, à l'époque de la mondialisation, où les sources de financement sont aussi diversifiées, qu'ils nous disent aujourd'hui que sans la Banque mondiale, sans ce diktat-là qui ne peut pas s'en sortir, cela m'inquiète. Bien. Ça m'inquiète. Et le redémarrage économique, il faut produire. Si on ne produit pas, comment on va redémarrer notre économie? Voilà, la Guinée ne produit rien. Comment avoir des 10? Bien. Merci. Je pense qu'on va prolonger ce débat. C'est pas la faute à Alpha Condé. Si tu permets. C'est des plaisantins. Vous allez prolonger le débat chez vous, chers téléspectateurs. Dans un instant, nous recevons notre invité, Dr Moro Diouf Sidibé.